Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Ici LP. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 sur lequel on va parler des auteurs à surveiller. Donc, c'est pas nécessairement les auteurs les plus populaires ou les plus prolifiques dans le jeu de société. Donc, c'est un peu comme des auteurs émergents, si on veut. Donc, des auteurs qui ont peu de jeux de publier à leur nom. Fait que dans le fond, on a essayé de prendre des auteurs qui avaient moins de 5 jeux à leur actif qui sont publiés. 5 jeux ou moins. Ouais, c'est ça. 5 jeux ou moins. Peut-être qu'il y en a un 6e qui est en train de se faire. Bref, c'est le critère qu'on s'est donné pour trouver des auteurs à surveiller. C'est un sujet qui est le fun parce que justement, ça nous fait creuser un peu plus parce qu'on est habitué d'entendre parler des auteurs populaires. Bon, les Bruno Catala de ce monde ou les Rainer Knizia qui sortent 12 jeux par mois. C'est ça. Les auteurs qui roulent leur boss depuis des années dans le jeu de société puis qu'on voit à chaque année. Fait que c'est le fun de parler justement de ceux qui réussissent à émerger dans toute cette industrie-là qui est très florissante et puis qu'il y a énormément de sorties à chaque année. Fait que c'est le fun de voir des auteurs qui commencent dans ce travail-là et qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Fait que c'est un sujet, je pense, qui était proposé par nos supporters Patreon puis qu'on trouvait quand même très intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça assez difficile à faire comme liste, entre autres. J'ai dit qu'il y avait quand même des auteurs qui avaient acquis une certaine notoriété rapidement. On va sûrement en rediscuter plus tard. Ouais. Puis dans mon cas, parce que je le connais personnellement, je l'avais mis sur ma liste, mais j'ai décidé pour des raisons d'équité de mettre de côté Maxime Tardif, qui aurait été sur ma liste. Mais étant donné qu'on le connaît, je trouvais que ça faisait un peu... comment dire... Pas trop comment dire, mais je trouvais que ça faisait un peu chauvin de nommer spécifiquement quelqu'un que je connais personnellement. Donc, je le salue, il y a 3 jeux officiellement publiés, puis lui, j'en ai joué comme 3-4 autres de plus qui finalement ne se sont pas rendus jusque sur nos tablettes, mais je souligne quand même le travail de Maxime, qui est un auteur émergent. Cool, parfait, c'est un bon critère. Donc, est-ce que tu es prêt à commencer ça? Yes, allons-y. Parfait. Donc, je pars ça. Ouais, vas-y. Fait que je commence avec mon numéro 10. Mon numéro 10, dans le fond, je fais un appel à un groupe au complet, un groupe de 5 auteurs ou 6 auteurs qui sont tous des concepteurs de jeux vidéo, en fait, mais qui se sont alliés éventuellement pour faire le jeu Meg vs. Minions et qui n'ont refait. Certains d'entre eux ont participé à un 2e petit jeu, toujours pour la compagnie Riot Games, évidemment. Certains d'entre eux ont travaillé pour un autre petit jeu de mémoire qui avait pas particulièrement été bien reçu, duquel on n'a pas du tout entendu parler. Certains d'entre eux ont travaillé sur 1 ou 2 autres jeux. Il n'y en a aucun qui a plus que 3 jeux à son actif parmi les noms qu'on voit, le Chris Cantrell, Rick Ernst, Stone Librande, Prashant Saraswat et Nathan Tyrus. C'est vraiment des noms qui me disent rien. Ouais, puis on s'excuse d'avance, là, j'avais massacré probablement beaucoup de noms aujourd'hui. Il y en a un que je connaissais là-dedans qui est Rick Ernst, parce qu'il avait écrit en RPG pour une série de RPG que j'ai beaucoup joué justement, qui s'appelle Conspiracy X. Il avait écrit beaucoup pour eux autres. Les autres, c'est tous des auteurs de jeux vidéo, principalement des designers de jeux vidéo. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur eux autres, à part qu'ils étaient lead designers sur plusieurs jeux ou des extensions, etc., faites par Riot Games. Mais étant donné le produit qu'ils ont réussi à faire une fois, je serais vraiment, vraiment, vraiment curieux de voir ce que cette équipe-là ou certains d'entre eux pourraient refaire comme autre jeu éventuellement. Je les ai mis loin sur ma liste, même si Meg vs. Minions, c'est un jeu que je trouve excellent, parce que je ne suis pas certain qu'ils vont refaire d'autres choses. J'ai l'impression que ça a été un défi à faire une fois, un challenge que la compagnie s'est donné. On fait un jeu, puis après on passe à d'autres choses. Mais ça a été un jeu, selon moi, exceptionnel. Et je serais bien curieux de voir cette gang-là, qu'est-ce qu'ils pourraient refaire s'ils se mettaient encore ensemble pour faire un autre jeu.
Puis il y a beaucoup d'argent qui avait été mis dans le développement de ce jeu-là. Il avait fait venir tous les plus grands influenceurs, là, Tom Vassell, Rodney Smith, tout ça. Ils avaient fait venir pour les consulter sur le jeu, les faire essayer, prendre leurs commentaires. Fait que, en plus, ils se sont payés des experts pour le développement, des gens qui sont dans le milieu depuis longtemps. Là. Toute une équipe. Si cette équipe-là décide de créer un autre jeu ambitieux, ça peut être quelque chose, mais je ne sais pas s'ils vont le faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'était mon numéro 10. Bon choix. Donc, Monsieur Cantrell, Ernst Lee Brandy, Sarah Swat et Tyrus. Quand même 5 auteurs autour de 5 ce auteurs. jeu-là. Ouais. Puis il n'a jamais été traduit en français, me semble. Non. Non, puis il n'a jamais été distribué en magasin non plus. Ouais, c'est vrai, c'est juste sur le site de Riot Games. Il faut le commander directement chez Riot Games. C'est une drôle de bébite ludique, Make vs. Munin, à cause de ça. Ouais. C'est vraiment une énorme compagnie qui a décidé de se payer un trip. Oui. Il y avait de l'argent investi. Là. On fait un jeu de société dans notre univers, puis on fait ça comme faut. Exactement. Fait que ça serait le fun qu'il en fasse un autre. Là. Ouais, bon choix. Voilà. OK. Moi, mon numéro 10, je suis allé avec le choix évident quand on parle d'auteur émergent. C'est un auteur qui s'est hissé au top en un rien de temps. Là. On en a parlé juste avant l'enregistrement. Fait que j'ai mis, évidemment, le designer de Gloomhaven, qui est monsieur Isaac Childress. Isaac Childress. Donc, qui ne connaît pas encore le mot Gloomhaven? Je n'ai pas besoin de tant parler de ces jeux parce que il est numéro 1 encore sur Board Game Geek. Ça fait quoi? 3-4 ans qu'il est numéro 1? Il s'était hissé quand même assez rapidement. Puis, ça doit faire quelques années. Ouais. Probablement autour de 2019-2020 qu'il a pogné son numéro 1. Donc, c'est ça. Au total, je pense qu'il y a 5 jeux, si on enlève toutes les extensions promo pour Gloomhaven. Il y a Forge War, il y a tous les Gloomhaven en tant que tel. Techniquement, il y a 3 jeux Gloomhaven. Il y a Gloomhaven, Jaws of the Lion puis Frosthaven, qui sont techniquement 3 jeux différents, mais qui sont une évolution du même système. Ouais, exactement. Il y a Founders of Gloomhaven, ça c'est un jeu différent. Il y a Forge War, que ça c'est un jeu différent. Puis il y a Return to the Dark Tower, ça c'est vraiment des jeux différents. C'est ça. Si on met tous les Gloomhaven ensemble, vu que c'est le même système, c'est des versions différentes. Fait que ça fait 4 jeux au total. Là. Fait que, Gloomhaven étant son 2e jeu, il avait fait Forge War avant. Fait que de faire un coup de circuit comme Gloomhaven à ton 2e jeu, c'est quand même un fait d'armes assez exceptionnel. Ça lui a permis évidemment toute la notoriété qu'il a gagné après ça. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher pour travailler sur le remake de Return to Dark Tower. Parce qu'il y a eu ce succès-là avec Gloomhaven. Puis mine de rien, Return to Dark Tower, il y avait beaucoup d'attentes à ce jeu-là. Restoration Game, après un peu le fiasco de Fireball Island, les gens chiolaient, puis bon, avec raison d'ailleurs, là, mais bon, puis là, c'était ambitieux comme projet, la tour, l'électronique, l'application, tout ça. Puis il y a quand même eu des beaux retours dans la communauté. Le jeu est quand même globalement très apprécié aussi. Ouais. J'ai joué une fois, c'est bien, mais c'est un jeu overproduce, là. Fait que c'est à voir si tu veux te payer un jeu à 300$ ou pas, là. C'est ça. Ouais, toi, t'avais pas aimé ça tant que ça. T'avais trouvé ça bien, là, pas mauvais. Ça, j'ai trouvé ça bien, mais jamais pour m'acheter ce jeu-là. Mais si je connais 2-3 personnes qui l'ont, qui me le proposent, je vais jouer une game, ça me dérange pas. C'est un bon co-op, là. Mais c'est ça. Fait que Monsieur Isaac Childress, qu'on a déjà rencontré à Gen Con, un type un peu gêné. Personnalité très renfermée. Ouais. Je pensais que j'étais gêné dans la vie, mais... Ouais, c'est ça. Mais on le salue, puis évidemment pour son travail, puis pour ce qu'il a amené à la communauté ludique avec Gloomhaven, puis un projet ambitieux comme ça. Puis c'est le genre de projet justement qui n'aurait jamais vu le monde sans le sociofinancement. Fait que, ouais, ça, c'est pas la dernière fois qu'on en parle. C'est ça. Fait que c'est le fun de voir que le sociofinancement a réussi à faire naître ce projet-là, mais aussi à faire fleurir cette compagnie-là, puis émerger un projet qui a eu autant de succès, que c'est le jeu qui a eu le plus de succès dans les 5 dernières années dans le jeu de société, c'est Gloomhaven. Fait que je pense qu'on pouvait pas passer à côté de ne pas le mentionner. Mais comme c'était le choix évident, c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position, parce que c'était plus facile à trouver comme auteur émergent. Fait que Monsieur Childress... Pour la même raison, j'avais décidé juste de l'ignorer. Ben, pas de l'ignorer, c'est pas le bon terme, mais de pas le mettre dans la liste, parce que là, je le compte. Malgré le nombre de jeux, c'était plus un auteur émergent du tout pour moi. Puis il a quand même fait beaucoup de jeux dans la même série. Fait que j'étais pas sûr d'où le classer. Mais ça reste un excellent choix, évidemment. Donc, c'est ça. Fait qu'on salue Monsieur Childress pour son travail. Parfait.
Donc, je passe en neuvième place. En neuvième place, je continue avec des collaborations. Cette fois-ci, c'est un duo d'auteurs qui s'appelle Michaela Stakova et Michael Stack ou Stach, mieux connu sous le duo coopératif de Min et Elwen, je pense, qui sont Lost Ruins of Arnak. Ouais. Et si je ne me trompe pas, c'est le seul jeu qu'ils ont fait. Les autres travaillaient pour Czech Games Edition. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement comme travail pour eux autres. J'assume qu'ils faisaient du playtesting, de la révision de règles, des trucs comme ça. Puis éventuellement, ils ont proposé un projet qui est Lost Ruins of Arnak, qui a été un succès, je pense, extraordinaire. On peut considérer que c'est encore un des jeux de l'heure. Les gens en parlent encore beaucoup. C'est un jeu qui se joue beaucoup. Il est dans le top 30-40 sur Board Game Geek. Là, je ne me rappelle pas par cœur. Je pourrais aller le voir, je ne l'ai pas loin. Là, mais je pense qu'il y a quelque chose comme 33-34 sur Board Game Geek. Et c'est leur seul design à ce jour. Donc, c'était là sur Arnak, excellent placement d'ouvriers, combiné avec du deck building, monté sur des pistes, on combat des monstres, on explore. J'ai jamais essayé l'extension encore, mais on en m'a dit que du bien. Moi, c'est un jeu qui, pour moi, le jeu de base s'est essoufflé un petit peu avec le temps pour moi, mais je reconnais que c'est un design extraordinaire pour une équipe dont c'est son premier jeu. Fait que c'est un très, très, très bon jeu. Fait que comme l'équipe précédente, mais je suis très curieux de voir. J'assume qu'ils vont faire vivre ce jeu-là pendant un certain temps, sortir des expansions, des nouvelles éditions, des trucs comme ça. Mais après, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre comme design, parce que clairement, c'est un couple. Je pense qu'en plus, c'est un couple. Ouais. C'est un couple qui a eu une excellente idée et qui visiblement a une bonne compréhension de comment bien éditer, faire board game. Puis ils sont déjà associés avec une compagnie qui est Check Game Edition. Fait qu'ils ont déjà leur conduit pour faire sortir d'autres jeux. Parce qu'eux autres, c'est peut-être un de mes seuls, là, je regarde rapidement, mais c'est un de mes seuls qui passe pas par Kickstarter sur ma liste. Là. Ok, ouais, c'est ça. En plus d'avoir passé par les canaux traditionnels, c'est assez exceptionnel. C'est ça. Fait, puis eux autres, c'est tout récent. Le Lost Ruin, c'était quoi, 2020, je pense? Ouais, 2000. 2021? Non, 2019? je pense que 2020, je pense. ouais, fin 2019 en anglais peut-être, là. Ouais. Mais bref, c'est un jeu encore très récent. Fait que bien hâte de voir leur deuxième, troisième, quatrième jeu, ça va donner quoi? J'espère qu'ils n'arrêteront pas là. 2020. 2020, c'est ça. Fait que j'espère qu'ils n'arrêteront pas là parce que c'est vraiment une belle réussite. Là. 29e, encore mieux que je pensais. Quand Sur même, Board Game Geek. en à peine 2 ans, c'est quand même exceptionnel, là. Ouais, Tu sais, le top ouais, 5 est c'est plus ça. aussi facile à percer qu'avant. Là. Ouais, mais les gens qui trippent solide, trippent vraiment solide. Quand il y a un engouement pour un jeu, tu sais, des Wingspan de ce monde, ou quand Brass était sorti, quand ça s'emballe, ou là, je te dirais présentement, c'est Art Nova. Ouais. Fait que, voilà. Fait que c'était mon deuxième choix, Elwen. Min et Elwen. Excellent choix, effectivement. C'est aussi comme un premier design, c'est assez surprenant. Comment c'est bien ficelé dans le jeu-là, puis comment tout fonctionne. J'ai l'impression qu'on va peut-être en reparler. Vraiment un beau travail. Écoute, moi, contrairement à toi, j'ai fait un peu de place à nos auteurs québécois, OK. même si on les côtoie un peu plus facilement ou personnellement dans des événements, des conventions. Fait que j'ai mis en 9e position Monsieur Thomas Dagenet-L'Espérance, qui est l'auteur connu pour Décrypto. Ouais. Décrypto. C'est un Y. Ah, ben oui, Décrypto. Qui, je sais pas si à l'heure qu'on se parle, il est 103e. Tu sais, il Il a déjà chevauche été dans le top 100. hein. C'est ça. Il y a des journées qui tombent dedans, des journées qui sortent. On s'entend que c'est en troisième. Puis pour un jeu de party, c'est en troisième. C'est quand même Non, exceptionnel. mais dans la catégorie party, il est premier aussi. C'est ça. Dans les party games, il réussit à se consolider la première place, qui est pas rien. Puis si je me trompe pas, Décrypto, c'était son premier design publié à Thomas. Fait qu'il date déjà de 2018. Là. Ça va faire 5 ans en 2023. Ils vont d'ailleurs sortir une version 5e anniversaire pour l'occasion que j'ai eu en avant-première. Sinon, Thomas a fait quelques autres jeux dans les dernières années. Il vient tout récemment de sortir Miller Zoo. Juste là, avant le temps des fêtes, là, un jeu qui est édité par Randolph, donc un beau jeu québécois sur un zoo qui existe pour vrai au Québec. Là, le Miller Zoo, c'est un zoo qui prennent des animaux un peu réescapés, puis ils s'en occupent, tout ça. Puis ils ont une émission de télé, ce zoo-là aussi. Fait que c'est cool de voir qu'on essaie de faire des choses un peu plus culturelles avec des trucs du Québec. Fait que c'est un de ces jeux qui vient de sortir.
Il a fait aussi le jeu Anomaly en 2019, qui était un genre de One versus All. Il a fait Decrypto, l'extension de Decrypto, Miller Zoo que je viens de vous parler, qui vient tout récemment de sortir. Puis il avait fait Wayfinder, qui était un genre de petit jeu abstrait que j'avais joué, j'avais trouvé ça correct, mais tu sais, sans plus. Fait que je pense que pour moi, Decrypto reste encore une fois sa plus belle création là, qu'il a fait. Puis c'était sa première d'ailleurs aussi. Fait que la chance des fois du premier jeu édité, ça peut nous faire des beaux succès. Mais je pense que Miller Zoo connaît un beau succès cette année. J'en entends beaucoup de bien. Justement, Bruno en a reçu une copie. Puis sa blonde, ses enfants sont tombés dedans pendant le temps des fêtes. Puis il enchaîne les parties de Miller Zoo. Fait que un autre beau succès pour Thomas. Fait que j'ai hâte de voir dans les prochaines années qu'est-ce qu'il va être capable de nous sortir côté jeux de société. Un chic type aussi, je l'ai côtoyé dans des conventions, dans des salons, j'ai même joué des parties avec lui au Delirium la saison passée en septembre. Fait que toujours le fun à côtoyer puis à jouer avec lui. Fait que on lui souhaite beaucoup de succès. Fait que Thomas Dagenet, l'Espérance, qui serait mon numéro 9. Bon choix. Mon numéro 8, c'est un auteur que je m'attends peut-être à voir sur ta liste parce que c'est un jeu. Il a fait un jeu, entre autres, que tu aimes beaucoup. Il est auteur de seulement 3 jeux. C'est un monsieur qui s'appelle Eric Royce, qui est l'auteur de Spirit Island. Et qu'on va remercier parce que de tous les auteurs que j'ai, c'est le seul sur sa page BGG qui précise comment prononcer son nom de famille. Parce que je ne savais pas trop comment ça s'écrivait. Fait que Eric Royce, dans le fond, c'est un gars de... on le voit sur sa page, ce monsieur sympathique. Il a créé un premier jeu en 2011 que je ne connais pas du tout. Mais son premier vrai succès, c'est évidemment... C'est Fealty, son plus vieux jeu. Fealty. Son gros succès, c'est évidemment Spirit Island, qui est sorti, si ma mémoire est bonne, c'est en 2017, fait que ça fait 5 ans. Ouais. C'est quand même relativement récent. Depuis, il est sorti un autre plus petit jeu... Puis le For Science, sur lequel j'essaie encore de mettre la main, qui est un jeu en temps réel de placement de pièces de Tetris, grosso modo, qui me semble être très intéressant. Mais lui aussi, c'est un gars, tu sais, comme... Je sais qu'il avait fait un plus petit jeu, mais tu sais, comme premier design populaire, Spirit Island, c'est quand même un gros jeu complexe, coopératif, avec une thématique originale. J'irais jusqu'à dire qu'il était un petit peu en avance sur son temps, dans le sens qu'il y a un discours anticolonialiste qui s'est installé dans les années qui ont suivi dans le jeu de société, puis lui est arrivé avec justement quelque chose qui est anti ça. Dans une thématique originale, bien faite, bien ficelée à l'intérieur de son jeu, avec une belle asymétrie entre les joueurs, à un moment où c'était pas encore si populaire que ça dans le jeu, une belle gestion de main de carte. Tu sais, fait qu'un gros design quand même assez impressionnant. Ouais, on lui donne quand même un 4.06 de complexité. Oui, puis c'est un jeu qui a longtemps été dans le top 10 sur Board Game Geek, là, qui s'est rapidement hissé dans le top 10 puis qui est resté là un bout de temps. Là, il a été exclu avec les rentrées probablement justement de Art Nova puis des jeux comme Brass, etc. par la suite. Et 11e. Mais, ouais, puis quand je dis exclu du top 10, c'est ça, il n'est pas si loin que ça. Mais c'est ça, fait qu'un super, super beau design. For Science, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi, fait que comme suite... Comme jeu qui suit Spirit Island, ça me semble être fort sympathique aussi. Beaucoup plus simple. Puis c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Là, la dernière phrase de sa petite bio, là, il explique comment son nom de famille se prononce. Rose rhymes with voice and choice. Donc, voilà. Fait que Eric Royce, vu que ça rime avec choice. Bien hâte de voir ce qu'il va faire. Je sais que lui, il est encore... Contrairement à mon premier choix, par exemple, Meg vs. Minin, je sais, il en a fait d'autres jeux depuis, fait que j'assume qu'il va continuer à en sortir. J'ai hâte de voir ça va être quoi son prochain monstre de jeu de société. Puis je sais qu'il doit passer beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup d'extensions de Spirit Island qui sortent. Il doit passer beaucoup de temps là-dessus. Des nouvelles factions, pas des nouvelles factions, mais des nouveaux esprits, puis des nouvelles petites règles, le plateau, des colonnes, puis des colonisateurs, puis tout ça, il y a des affaires qui vont changer les événements. Les petites ressources, là, les feuilles, tout ça. Fait que, bien hâte de voir ce qu'il va nous amener comme prochain design. Mais jusqu'à date, le jeu auquel j'ai joué de lui, j'ai vraiment adoré. Puis il y en a un autre que je cherche activement, For Science. Donc, Eric Royce, mon choix numéro 8.
Ouais, puis Spirit Island, tu sais, ils sortent encore du nouveau stock pour ce Oui, jeu-là. c'est ça. Puis ils continuent à faire des campagnes Kickstarter actives régulièrement pour une réédition du matériel de Ouais. luxe, des trucs, pas une réédition, mais des nouvelles extensions de matériel de luxe, des affaires comme ça. Il va y avoir la Big Box qui va s'en venir, c'est une question de temps. Ouais, parce que ma boîte est. J'ai les 2 premières extensions, là, puis j'ai réussi à tout fitter dans une boîte, mais on s'entend qu'elle est ultra pleine, là. Fait que la Ouais, troisième extension, elle rentrera pas, là. moi, j'ai une extension, puis c'est déjà pas mal de stock, là. Ouais. Puis toi, je pense que tu as les pions de luxe en plus, Ouais, qui j'ai doivent les prendre un peu plus jetons. de place. Ouais, les jetons de bois au lieu d'en carton, là. Fait que c'est sûr que ça prend plus de place. Puis cette année, dans le fond, il a sorti Spirit Island, Horizon of Spirit Island, Ouais, qui est qu'on une voit ici, hein. version simplifiée de Spirit C'est ça. Island pour du mass market aux États-Unis, là. Fait que je sais que Terra Mystica a fait la même chose cette année. Ils sortent Terra Nova, qui est une version plus accessible du même système, là. Fait que c'était à mode Ouais, d'essayer de faire une version plus accessible du jeu. Puis c'est ouais. pas une mauvaise chose pour Spirit Island, là. Ça reste un jeu super complexe. On vous a dit tantôt, à peu près 4 sur Board Game Geek. Fait que c'est un jeu coop, mais pour experts. Fait que d'avoir une version plus simple. Puis la version plus simple, elle est compatible là, avec Spirit Island. C'est juste que c'est des esprits un peu plus simples dans leur mécanique, leur À jouer. fonctionnement. Ok. Mais tu pourrais les jouer puis les mélanger avec les esprits des autres jeux. Parce que Fait c'est les que mêmes règles, je pense qu'il y a juste simplifié comment les esprits fonctionnent. c'est ça. Parce que le système de jeu en tant que tel n'est pas si complexe, là. Tu flippes une carte, les colons y arrivent là, le tour d'après, Ouais. les colons vont se déplacer, puis le tour d'après, ils vont construire, enfin du genre. Fait que c'est pas super. Fait que c'est ça, mon numéro 8, Eric Royce. Parfait. Mon numéro 8, moi, il est peut-être rendu à 6, là, j'ai pas trop checké, autour de 5-6 jeux. C'est Monsieur Keith Matejka qui a fait la série Role Player. Une série qui est quand même un beau succès, ça aussi. Role Player qui est sorti en 2016. Fait que c'est le premier jeu qu'il a lancé. Ben, en fait, c'est pas le premier jeu qu'il a fait, mais c'est le jeu qui a lancé un peu sa compagnie à lui. Je pense qu'il avait fait le jeu Bullfrog avant, dans les jeux qu'il a édités ici. Il y a plusieurs crédits aussi de jeux solo. Fait que tu sais, je les ai plus ou moins comptés parce que c'est pas nécessairement lui le lead designer. C'est designé le mode solo pour tel jeu. Il a fait celui de Sunset Over Water. Il a fait celui de Herbaceous Sprout. Puis What Not Cabinet. T'sais. Fait que ça, c'est juste des modes solo qu'il a fait, qui a participé à la création. Mais sinon, des jeux que lui a fait, il y a Bullfrog qui est son premier jeu, Role Player, puis après ça, bon, les extensions de Role Player. Il a designé Skulk Hollow aussi, qui est un beau petit jeu duel intéressant. Puis sinon, ben, Role Player Adventure. Fait que c'est pas mal autour de la même thématique puis des mêmes jeux. Fait qu'il y a des jeux qui sont un beau succès. Une autre compagnie qui a été créée par Kickstarter, qui est Thunder Work Game. C'est un type aussi super sympathique qu'on a rencontré à Gen Con plusieurs fois. Puis c'est le fun parce qu'il se souvenait de nous autres à chaque année. On est comme ses amis francophones parce qu'il n'y a pas tant de francophones à Gen Con. Non. Fait qu'il est Tu vas le voir, hein. il était toujours content de nous voir. On avait fait une entrevue avec lui la première Gen Con qu'on était allé pour le découvrir. Puis après ça, on allait le voir un peu à chaque année. Fait que c'était cool de le revoir puis qu'il se souvenait de nous autres. Fait que beau succès, des jeux qui sont le fun, qui sont pas trop compliqués en général, mais qu'on va rentrer dedans. T'sais, il a créé un univers aussi autour de ça. Fait que ça vient chercher un peu le côté jeu de rôle des amateurs de jeux. Fait que je trouvais ça le fun d'imbriquer ça. Puis de fabriquer un jeu dans lequel le but c'est de créer un personnage de Donjon Dragon. C'était quand même une idée de génie. Là. Ouais. Fait que En effet. C'était Role bien Player. réussi, puis de faire vivre ce monde-là pendant plusieurs jeux après. Ouais, exactement. Puis ils en ont sorti un autre cette année là, en campagne de socio-financement qui était Dawn of Ulos. Le genre de jeu de placement de tuiles et tout ça. Là. Ouais. Mais il va y avoir une suite à Role Player Adventure aussi. Oui, Il en fait un autre, ou une extension. C'est une extension. Ils ont sorti une campagne pour une extension. Là. Je pense une autre campagne de 4-5 scénarios, là, un peu plus petite que la première. Là. Fait que Keith, un auteur à surveiller, qui nous sort encore des beaux petits jeux. Fait qu'on lui souhaite beaucoup de succès, lui aussi. Alright. Donc, on est déjà rendu à mon numéro 7. Mon numéro 7, c'est un monsieur qui s'appelle Cody Miller. Cody Miller, j'ai joué encore aussi juste à un de ses jeux. Lui, il y a juste 2 jeux de sortie qui sont respectivement Tavaroa, qui n'est pas très connu, mais surtout Xaya, The Legend of a Drift System, Ouais. qui est un jeu de 2014. Plusieurs extensions qui existent de ce jeu-là. Ce jeu-là est tellement original et ambitieux. Il y a un mode solo qui fonctionne super bien. Je me suis procuré cette année.
C'était la première fois que je jouais, ça faisait plusieurs années que je le surveillais. Puis, tu sais, qu'est-ce que c'est, Xayah, dans le fond? T'as un C, comment il s'appelle? Firefly. C'est une version plus moderne qui fonctionne mieux d'un jeu à la Firefly. Les joueurs se promènent, font des contrats, ramassent des ressources, vont vendre ces ressources-là sur des planètes, se repromènent, chassent des pirates, se font chasser par d'autres pirates. Fait que c'est un jeu de monde ouvert, mais de galaxie ouverte. Ouais. Tu te promènes d'une planète à l'autre, tu es un espèce de mercenaire, bounty hunter, chasseur de primes, qui va ramasser différents contrats, puis tu vas essayer de faire des points de victoire à travers tout ça. Il y a un mode solo qui fonctionne super bien où tu as des objectifs que tu vas essayer d'atteindre pendant que des vaisseaux te courent après, etc. C'est un jeu à la Mage Knight et compagnie où tu vas retourner des tuiles au fur et à mesure que tu explores la galaxie. Puis ça va te donner des lieux où tu peux aller, des quêtes que tu peux aller faire. C'est un jeu extrêmement ambitieux et extrêmement bien fait. Et ils ont déjà annoncé, il y a un projet qui est sorti en 2021, je pense, sur Kickstarter, qui s'appelait Aridia, Ouais. qui va être un jeu qui est designé aussi par Monsieur Miller, qui va sortir. C'était censé être en 2022, mais je pense qu'on va oublier ça. Il m'étonnerait que soudainement ça arrive demain matin. Fait que ça devrait arriver quelque part en 2023. Il reste 2 jours, là. Ouais, puis le jeu, je pense qu'il n'est pas commencé de produit. Non, c'est ça. Mais donc, qui est un autre jeu qui me semble fort, fort intéressant également, qui est un jeu plus, encore une fois, open world, mais cette fois-ci de l'exploration, de la coopération entre les joueurs, un système de campagne, tout ça, tandis que Xayah, c'est pas un système de campagne, c'est des parties une à la fois. Mais bref, encore une fois, un gars qui a juste un design auquel j'ai joué, qui a juste 2 jeux qui ont été publiés, mais que c'est un jeu tellement ambitieux. C'est une affaire que je vais revenir, qui va revenir encore quelques fois, au moins 2, 3 fois d'ici la fin. C'est un jeu qui propose tellement des idées originales, un monde intéressant à explorer, puis des bons concepts, des bonnes mécaniques à l'intérieur du jeu, c'est impressionnant. Là où j'espère qu'il va s'être amélioré, c'est sur l'écriture des règles. Dans Xayah, c'est pas écœurant. Mais, puis par pas écœurant, je veux dire que c'est vraiment mauvais. C'est une barrière d'entrée dans le jeu, mais là, c'est un jeu de 2014. Je vais assumer qu'il a pris de l'expérience. Il va faire éditer ça un petit peu mieux. Mais donc, voilà, je suis très intéressé de voir ce que M. Miller nous réserve pour la fin. Je regarde sa photo, il a pas l'air bien vieux, le gars, là. Non, il n'a pas l'air très, très vieux. J'ai aucune idée à quel âge. Mais, puis c'est sa propre compagnie, là, comme plusieurs autres on en a nommé. C'est des jeux qui sont sortis exclusivement via Kickstarter. Fait qu'il y a sa propre compagnie qui s'appelle, je pense, c'est Far Off Games. Où là, il fait ses designs de jeux. Fait que, en effet, je sais pas si c'est son emploi principal ou s'il y a autre chose qu'il fait, mais il doit prendre pas mal de temps. Parce que là, avec un jeu comme Aridia puis un autre jeu comme Xayah, ça, c'est des jeux qui sortent régulièrement des expansions, des nouveaux trucs, etc. Xayah, ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a rien qui est sorti. Je pense que la dernière fois, c'est 2017, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il va sortir d'autres choses, mais Aridia, c'est sûr qu'il va le faire vivre pendant quelques années après si ça marche bien. Si le jeu est bien reçu. Donc voilà. Parfait, excellent choix, ça. Un jeu que j'ai jamais essayé, mais que beaucoup de gens en parlent en très grand bien, puis qui est très apprécié par la communauté. Ouais. Mon numéro 7, j'ai choisi un autre choix semi-évident. Des fois, on sait qu'il y a des auteurs ou des autrices qui sortent des jeux qui sont des petits circuits dès le premier jeu qu'elles réussissent à faire. Fait que j'ai mis évidemment Madame Elizabeth Hargrave, qui est l'autrice de Wingspan. Donc, encore une fois, qui ne connaît pas Wingspan, ce jeu de engine building, de gestion d'oiseaux, de cartes, de ressources. Donc, c'est le fun. Dans ce top-là, je trouvais important d'inclure au moins une autrice. Parce que c'est justement un monde qui est majoritairement masculin. Le jeu de société, on ne se le cachera pas. Là. Dans l'industrie en général, oui, il y a beaucoup de femmes qui jouent des jeux de société, puis de plus en plus, on en voit des joueuses, puis ça, c'est le fun. Mais pour les auteurs, autrices de jeux, ça reste quand même pas mal plus rare de voir des autrices avoir des jeux à succès versus des auteurs. Fait que c'est le fun de le souligner quand ça arrive, justement. Puis Wingspan, je pense que c'est un bon exemple de tout ça. Donc, c'est un jeu qui avait quand même beaucoup de recherche derrière lui. On peut lui parler de tous ses défauts, de toutes ses qualités, mais toute la qualité scientifique de la recherche derrière Wingspan, les informations sur le Wingspan, justement, des oiseaux qui est écrit sur les cartes, les petits facts, les pouvoirs des oiseaux qui, des fois, sont en lien avec quel type d'oiseau. Lui, c'est un oiseau qui
selon ce qu'il mange, selon son habitat, ben, je peux le placer à telle place sur mon plateau. Fait que il y a beaucoup de liens thématiques derrière les cartes, derrière le design des cartes. Puis ça, c'est une énorme recherche qu'elle a fait parce que le jeu, je sais pas combien de cartes, puis c'est toutes des cartes différentes. Là. Chaque carte représente une espèce d'oiseau. Fait qu'il y a vraiment un travail scientifique vraiment très, très, très grand, très minutieux, je dirais même, derrière ça. Puis évidemment, moi, comme prof de sciences, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'avoir justement ces faits-là scientifiques qui sont reliés dans le jeu. Puis tu peux les voir si ça te tente, puis tu peux les ignorer si ça te tente pas, puis c'est pas grave. Là. Tu vas peut-être apprécier le jeu juste pour les mécanismes, puis le gameplay, puis tout ça. Mais si tu apprécies ce petit côté-là, de la recherche scientifique qui a été faite derrière, c'est encore mieux pour Wingspan. Donc, elle a d'autres jeux à son actif depuis Wingspan. Mariposa, je pense, c'est elle. Le jeu de papillon, Mariposa, que j'ai joué, qui était bien, mais évidemment, il sortait dans l'ombre de Wingspan. Il sortait juste après Wingspan. Puis avec le succès que celui-ci avait connu, c'était difficile d'arriver à la hauteur de ce succès-là. C'est un peu le défaut de faire un home run avec ton premier jeu, c'est que les prochains sont comparés à lui. Fait que bonne chance, mais c'est pas grave. Elle a sorti aussi Tossi Mossi, qui était un petit jeu de quelques cartes. Un petit jeu de plantes où on joue avec des cartes. Elle a évidemment fait quelques extensions pour Wingspan. Là, avec le succès qu'il y a eu, je pense qu'on est rendu à 4 extensions à peu près. Et ils viennent de sortir Wingspan Asie, qui est un spin-off extension. Là. Je pense que c'est comme la version à 2 joueurs, mais que tu peux comme mélanger les cartes d'oiseaux avec les autres Wingspan. Je pense que c'est ça. Je l'ai pas personnellement, mais il me semble que c'est ça. Puis dernièrement, elle a eu un jeu qui était sur une campagne de socio-financement qui était de Fox Experiment. Fait qu'encore une fois, des thématiques de sciences naturelles qui reviennent. Donc, c'est une scientifique elle-même. Celui-là, il m'intéressait beaucoup, Fox Experiment. J'aimerais ça jouer. Wingspan, il est dans ma catégorie. Si on fait un top à un moment donné des jeux que j'aurais voulu aimer, ouais, c'est dedans, c'est haut. Ouais, Fox Experiment avec Pandasaurus, une de la dernière campagne Kickstarter. Là. Fait que c'était des expériences génétiques sur les renards. Fait que là, tu vas comme accoupler des renards, puis là, les caractères génétiques vont être transmis à la génération. Puis les gènes tu vas écrire directement ces cartes. Là. Ouais, les gènes sont représentés par des dés aussi. Là, fait que tu vas comme drafter des dés, puis là, tu vas transmettre des gènes et tout ça. Fait que non, ça va l'air très cool aussi. J'ai hâte que ça sorte. Fait que définitivement une autrice à surveiller dans le jeu de société. Madame Elizabeth Hargrave, qui est mon numéro 7. Parfait. Donc, j'arrive déjà à mon numéro 6. Mon numéro 6, je m'attendais peut-être à le voir sur ta liste. On verra si ça va venir. C'est un gars qui a sorti un de mes jeux préférés, là, un top 30, là, que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'a pas eu un grand succès. Parce que c'est un jeu qui mélangeait trop de mécaniques. Puis après, il y a eu un coup de circuit avec son deuxième qui vit encore là-dessus. Un jeu qui s'appelle L'île des chats. C'est M. Frank West. Puis, en plus, le gars, il est intéressant parce qu'il est très ouvert sur comment il fait rouler sa compagnie. Il y a un blog dans lequel il écrit souvent, où il va partager, par exemple, les états financiers, combien ça coûte faire ses jeux, etc. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aurait comme potentiel idée de se lancer dans des Kickstarter, d'utiliser cette plateforme-là, des GameFound, maintenant des Backer Kits, etc., lui, ça serait une bonne aide, juste suivre ce qu'il fait. Ça va permettre d'en savoir un petit peu sur l'industrie et comment ça fonctionne. Fait que lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti... J'ai pas vérifié s'il y avait eu des jeux avant, mais je pense que City of King, qui est un jeu que moi, j'aime beaucoup, c'est un jeu de 2018, qui est excellent, qui mélange du placement d'ouvriers avec de la collecte de ressources, avec de l'exploration de tuiles, avec un aspect RPG où tu vas t'approcher des monstres qui sont très variables puis qui vont se transformer d'une partie à l'autre beaucoup, mais qui est un gros jeu qui prend beaucoup de place et qui est complexe, que j'avais beaucoup aimé. Puis après, ben là, il y a eu l'île des chats, là, son placement de tuiles. Il a fait une version, je pense... Roll and Ride. Flip and Ride. Flip and Ride, puis il a annoncé la suite spirituelle là, qui est... Raft and quelque chose. Run and Raft, là, une affaire du genre. Là. Ouais, il a fait la campagne cet automne. Race to the Raft, qui est la suite. Là. Qu'est-ce qui se passe avec les chats qui étaient restés pris sur l'île? Qui est la suite spirituelle. C'est pas du tout les mêmes mécaniques, mais ça va être chose. Fait qu'un gars qui a une belle
une belle vision de l'industrie puis une belle ouverture sur l'industrie, fait qu'il est intéressant à suivre. Il y a des jeux très différents. En tout cas, les deux jeux que je connais sont très, très différents l'un de l'autre, fait que ça montre un bel esprit créatif aussi. Il ne fait pas juste recycler les mêmes concepts d'un jeu à l'autre. Évidemment, de ces dernières années, il a passé énormément de temps parce que lui, si tu regardes, il va avoir quelque chose comme 30 entrées de jeu, puis là-dessus, il y a 22 affaires de l'île des chats, là, des extensions, des promos, des ci, des ça. Tandis que City of Kings, puis il y en a quand même quelques-unes de City of Kings en plus. Fait que très curieux de voir ce qu'il va faire, puis le gars est bien sympathique aussi. Fait que bien curieux de voir où est-ce qu'il va nous mener son prochain jeu, Race to the Draft. J'espère que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. J'espère qu'éventuellement, il va retourner aussi vers le côté RPG coop de City of Kings. Il a fait une bébite vraiment, vraiment très intéressante qui mélangeait différentes mécaniques. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite de sa carrière. Donc, Frank West. Excellent choix, puis c'est vrai que c'est une belle personne qui amène beaucoup à l'industrie. Il me fait penser un peu à Jamie Stegmaier. Ouais. Dans le sens que son blog, il partage vraiment tout son vécu, comment ça marche pour faire fabriquer un jeu, avec comment la relation avec le fabricant, la relation avec le shipping. C'est vraiment un beau bijou, son blog. Fait que si vous êtes quelqu'un qui veut lancer un Kickstarter, allez lire son site. C'est vraiment des belles ressources qu'il met là gratuitement. Juste parce que justement, c'est quelqu'un qui croit à l'entraide de l'industrie puis de la communauté. Fait que non, vraiment un chic personnage, M. Frank West. Même si on l'a jamais rencontré, de voir quelqu'un qui partage tout son vécu comme ça, c'est une très belle qualité. Pour ma part, mon numéro 6, mon deuxième designer québécois. Moi, je suis têteux, fait que j'ai mis Maxime Tardif. Puis évidemment, c'est entre autres à cause du jeu qui nous prépare, qui va sortir en 2023, qui est Earth, que j'ai beaucoup hâte de jouer. Je ne l'ai pas encore essayé, étrangement. J'ai pas eu l'occasion de jouer au prototype avec Maxime. J'ai pas vu tant dans les dernières années, évidemment, avec la pandémie. Puis il l'a développé pendant la pandémie, justement, à cause de ça. Les autres jeux qu'il a fait, évidemment, le premier, c'est Formidable. Formidable. Qui était quand même un projet ambitieux pour un petit jeu familial. Là. La production de ce jeu-là, clairement, aujourd'hui, ça serait plus viable. Là, toutes les petites figurines avec les petites bases et tout ça. D'après moi, Switch ta figurine de jour de nuit. Le jeu exploserait en coût aujourd'hui s'il le faisait reprinter, je pense. Là. Fait que ça serait à revoir s'ils vont en refaire une nouvelle version. Mais il a fait une version jeu de cartes aussi, le Mini Brilliant, qui fonctionnait bien avec des cartes et qui coûtait pas cher à produire. Il avait fait Mini Diversity, qui était quand même cool, même si j'aimais un peu mieux la version jeu de plateau de Diversity. Mais qui n'est jamais sorti. Finalement, qui n'est jamais sorti. La campagne avait été annulée, puis il avait changé un peu la direction sur ce projet-là. Et sinon, ben, on a Earth, qui est évidemment le jeu très attendu, jeu de engine building. Plusieurs le comparent déjà à un genre de Wingspan, genre plus rapide, à thématique environnement, planète. On va se construire un écosystème avec des cartes, faire pousser des plantes et tout ça. C'est vraiment un jeu de combo, de gestion de ressources, puis de combo, puis un genre de engine building un peu accéléré, là, dans le sens que les premiers tours, tu vas déjà mettre des cartes qui vont vraiment lancer ton engin rapidement. Fait que c'est là-dessus qu'ils misaient. Je pense que c'est du gameplay simultané aussi, là, ce qui fait que les parties vont être assez rapides. C'est censé être rapide. Même si on est 4-5 joueurs. Fait que Earth a des belles promesses. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. C'est un jeu que j'ai personnellement supporté pour encourager Maxime dans sa campagne. Là. Fait que j'ai hâte de recevoir ça puis de pouvoir l'expérimenter. Puis sinon, je pense dans les jeux qu'il a mis aussi dans les crédits Board Game Geek, justement Diversity qui n'a jamais eu lieu. Que j'avais joué au prototype dans le temps, que j'avais trouvé très cool. Galaxy, qu'on avait joué aussi au prototype. Ouais. Le jeu avec le draft de billes, si on veut, là, qui était quand même sympathique. Puis il y avait un petit côté tactile, le fun avec les billes, mais ça aussi, ça n'a pas fonctionné avec sa Lui non plus, je pense pas que ça se referait aujourd'hui. Là. Il y avait de l'électronique là-dedans. Puis ouais, avec le board qui allumait. Jouer dans le noir. Quand tu mettais les billes, ça allumait. Puis non, c'était cool quand même l'idée derrière tout ça. Sinon, mini Formidable, Mini Diversity qui ont été édités, eux, tous les deux en 2018. Puis ici, il y avait Super Zero vs Evil, qui était un autre de ces prototypes, qui était un genre de jeu de cartes de super-héros un peu goofy. Là. J'ai un proto ici de ce jeu-là qui m'avait laissé dans le temps. Fait que c'est ça. Fait que d'autres projets qui sont un peu sur la glace avec lui.
Mais il a évidemment concentré toutes ses énergies pour Earth. Et on a hâte de voir le succès que ça va avoir, ce beau jeu de engine building à thématique de nature. Maxime aussi, qui est un scientifique, là, il est pharmacien de profession. Fait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les sciences aussi. Puis ça paraît, je pense, dans les thèmes des jeux qu'il fait. Puis il veut justement explorer cette passion-là des sciences au travers des jeux puis des thématiques qu'il choisit. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer à ce jeu-là. Puis avant de finir, c'est le fun que je montre peut-être une petite photo de Maxime. Hein. Je montre ses jeux, mais il n'y a même pas sa face sur Board Game Geek. T'es un peu déçu, Maxime. Maxime. Ouais, en tout cas, il faudra remédier. Maxime. On va avoir une image, là, quelque chose. Fait que c'est mon numéro 6, Monsieur Maxime Tardif. Donc, je continue dans ce cas avec mon numéro 5, qui est peut-être plus connu pour sa compagnie que pour ses designs de jeux. Il y a juste un design important puis une couple de petites affaires pas connues. C'est le créateur de Vast, Patrick Leder. Ouais. Je ne sais pas s'il va revenir vers le design de jeux de société parce que Vast, techniquement, c'est son dernier vrai design. À part ça, il a surtout participé à des extensions de Root puis des trucs comme ça parce qu'évidemment, lui, c'est le président de Leder Games. Ouais. Leder Games qui est connu pour qui est connu principalement pour Root. Ils ont fait Oath aussi. Il y en a un autre là, qui est annoncé prochainement. Et ça a été mais c'est lui qui a été le designer de Vast, de Crystal Caverns. Leur premier jeu. Mysterious Manor, leur premier jeu. Il a fait d'autres petites affaires que je connais pas, là, Trick or Treat puis Five Fingered Severance qu'on voit à l'écran. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. C'est des jeux un peu plus vieux. J'ai vérifié, c'est self-published, des jeux qui ont été publiés web, des trucs comme ça. Mais donc, Vast, c'est un énorme jeu asymétrique, extrêmement complexe. Je sais pas, il est classé comment en termes de complexité sur BGG. J'avais vérifié de ce pas. On dit 3.64. Je trouve, OK. Mais moins complexe que Spirit Island. Ouais, mais en fait, c'est vrai que chaque faction en soi n'est pas tant complexe, mais chaque faction est complètement différente des autres. Il n'y a pas de point commun, à part peut-être le déplacement. Puis encore là, il ne marche pas tout le temps de la même façon entre les différentes factions. Fait que c'est un énorme jeu où chaque joueur a un objectif qui lui est propre. C'est un jeu compétitif. Fait que le chevalier veut éliminer le dragon veut se sauver d'une caverne, la caverne veut tuer tout le monde, les gobelins veulent éliminer le chevalier, il y a un voleur qui veut ramasser des coffres et se sauver sans se faire remarquer. Il y a des extensions qui vont venir changer ça un petit peu également. Fait que c'est un jeu que je trouve extraordinaire. Puis je trouve dommage qu'il n'ait pas fait autre chose par la suite à part travailler sur Root. Je sais pas, je sais que il y avait un autre designer dans Vast, là, ils sont deux. Là, on a vu le nom passer, j'étais quelque chose Somerville, si je me trompe pas. Somerville, je pense. Fait que lui-même, il n'a pas fait grand-chose d'autre aussi. Fait que je sais pas si c'est une équipe qui va... Il a fait quelques autres jeux par la suite que je connais pas. Mais je sais pas si c'est une équipe qui va se remettre au design de board game éventuellement. J'aimerais ça parce que Vast, toi, je sais que tu as déjà joué une partie ou deux. J'ai joué plusieurs parties. J'ai essayé toutes les factions. C'est vraiment une bébête ludique. Ah, j'ai joué au moins 2-3 fois à Vast. Ah oui, puis c'est vraiment une bébête ludique spéciale, que tu as une expérience unique que j'ai pas vue dans d'autres jeux de société. Fait que ça prend une tête particulière pour être capable de penser à ça. Puis que il y a un équilibre qui existe qui soit suffisamment cohérent pour que le jeu fonctionne. C'est un jeu qui aurait facilement pu s'écrouler. Fait qu'il fonctionne suffisamment pour être capable, en plus de faire une suite, qui est le même concept, mais dans un manoir, que je pense Patrice a. Moi, j'ai juste la version de la caverne. Mais c'est un jeu extrêmement compliqué. Tu peux les mélanger ensemble. T'sais. OK, en plus. Oui, c'est ça. Tu peux prendre les rôles du premier, du manoir, puis les envoyer dans la caverne, puis vice-versa, me semble. C'est un jeu extrêmement compliqué à expliquer parce que tu as peut-être un 20 minutes. C'est peut-être 15 minutes à expliquer une faction, mais faut que si on joue à 5, il faut que je les explique les 5. Puis il faut que les 5 joueurs écoutent les explications des 4 autres parce que tu dois bien comprendre comment tu fonctionnes, puis tu dois avoir une bonne idée générale de comment les autres fonctionnent pour être capable de leur mettre les bâtons dans les roues et tout ça. Fait que le fait que le jeu soit compétitif et non coopératif le rend très difficile à expliquer. Mais c'est vraiment un super jeu. Fait que j'espère que Patrick va se revenir au design prochainement. Même si je suis sûr que les extensions de Root sont toutes très bonnes. Parce qu'il y a des designers, ça fait 8 extensions de Root. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, la compagnie Root les a un peu élevés à évoluer et à grandir.
Fait que j'assume qu'il passe beaucoup d'énergie à vouloir garder ce jeu-là bien placé avec du nouveau matériel puis tout ça, parce que ça doit faire vivre la compagnie à lui tout seul. Ouais, puis je me souviens, moi, je l'avais rencontré à Gen Con, Patrick. J'avais jasé un peu avec, puis après ça, j'avais fait une entrevue avec Cole pour le designer de Root, justement. Ouais. Puis tu sais, il disait que justement, Root, avec le succès qu'ils ont eu, l'argent qu'ils ont ramassé sur Kickstarter, ben, c'est ça qui leur a permis de louer un bureau pour pouvoir justement installer l'équipe. Qui leur a permis d'engager 2-3 personnes, puis justement d'avoir un petit team de développement à l'interne, parce que c'est pas des jeux faciles. Les jeux que ces compagnies-là développent. Fait que d'avoir ton team de développement, c'est super important. Fait que c'est ça. Fait que Root leur a permis de grandir. Fait qu'il est tombé un peu plus dans la chaise du gestionnaire, de gérer un peu plus sa compagnie, participer à l'équipe de développement, mais plus nécessairement être le designer, le lead designer sur les projets. Fait que c'est ça. Il est tombé dans d'autres chaises, mais il est encore là. Il est encore très présent dans le développement des jeux de sa compagnie. Mais effectivement, c'est un design assez original puis ambitieux, vaste. Là. Fait que ça serait le fun de voir un autre design de sa part. Oui. Donc voilà, mon choix numéro 5, Patrick Leder. Mon numéro 5, premier crossover. J'ai mis, moi aussi, les designers de Arnak. Donc, Elwen et Min, qu'on a parlé tantôt, qui évidemment sont un couple de personnes qui travaillaient chez CGE et qui ont fait ce jeu-là, qui ont lancé ce jeu-là. Je sais pas combien d'années ils ont pu travailler sur ce jeu-là avant de pouvoir le pitcher à quelqu'un à l'interne de la compagnie, puis comme faire OK, ce que vous avez créé, c'est vraiment hot, puis on va le développer ensemble, on va l'éditer par la suite, là, mais c'est vraiment une belle histoire, puis quand t'es dans l'industrie, t'as un peu le pied dans la porte. C'est un milieu qui est petit, le jeu de société, mais qui marche beaucoup par contact. Fait que c'est sûr que si t'es déjà à l'interne dans une compagnie, après ça, c'est plus facile d'approcher des gens puis leur montrer « Ah, regarde, je travaille sur un proto, tout ça », puis d'aller chercher des idées. Puis, si c'est des gens qui travaillaient déjà dans l'équipe de développement de la compagnie, ben, depuis des années, c'est des choses qui voient un peu qu'est-ce qui fonctionne dans les jeux, comment ça doit être, tout ça. Fait que ça a dû les aider. Là. Je dis ça comme hypothèse, là, je sais pas c'est quoi leur rôle précis dans la compagnie. C'était peut-être des gens de marketing au final. Là. Mais bref, c'est ça. T'as un pied dans la porte, fait que ça aide beaucoup parce que c'est vraiment un domaine de contact. Puis la première édition, c'est pas facile la percer. Si tu passes pas par du socio-financement, c'est encore plus difficile de te faire éditer par un éditeur traditionnel, on va dire. Si tu n'as aucun jeu d'édité à ton nom, fait qu'il faut vraiment que le proto que tu leur présentes, faut que ça les jette à terre là, pour qu'ils puissent dire OK, on signe ton jeu puis on le fait. Fait que juste ça, c'est tout un fait d'armes pour eux autres, puis c'est pour ça que c'est mon numéro 5. Bon choix, évidemment. Je continue avec mon numéro 4, qui est un auteur qui a juste 2 jeux à son actif, un seul que j'ai déjà joué, auquel tu veux jouer toi aussi. C'est un auteur qui s'appelle Jamie Jolly, l'auteur de Oathsworn. Oh, quand même. Puis la raison pour laquelle je le mets si haut, j'adore sa bio en passant sur BGG, que ça dit genre il y a un diplôme en création de jeux, puis ensuite il a roulé un cirque pendant un bout de temps, puis il s'est sauvé du cirque pour designer des jeux de société. C'est quand même drôle. Parfait, j'adore ça. J'espère que c'est vrai qu'il a travaillé pour un cirque, je trouve ça vraiment cool. Fait que Jamie Jolly, dans le fond, lui, la raison pour laquelle il est là, c'est bien simple, c'est Oathsworn. Oathsworn, c'est un énorme jeu avec des mécaniques quand même pas évidentes. Un design assez particulier où le jeu est divisé en vraiment 2 parties très distinctes, où il y a une partie narrative lourde avec beaucoup de texte, beaucoup de narration, beaucoup de choix narratifs qui mènent ultimement toujours vers un combat contre un boss que tu apprends juste avant le combat, ça va être quoi le combat, puis pendant ta partie narrative, tu peux débloquer de l'information sur ce boss-là pour avoir des trucs pour le battre, puis savoir comment le combat va fonctionner un petit peu. Puis ensuite, tu arrives dans un boss fight relativement, comme plusieurs autres jeux le font. Là. Fait qu'on est, chaque joueur contrôle un personnage, il y a un gros boss. Parfois, il y a certains subalternes avec lui, comme le rat géant qu'on voit sur la couverture avec plein de petits rats autour de lui. C'est le seul boss duquel je potentiellement parler parce que c'est pas un spoiler. Les autres, tu les apprends au fur et à mesure que la campagne avance, puis chaque boss fonctionne complètement différemment. Il y a un design super intéressant où tu as une espèce de rotation de cartes que tu vas faire. Quand tu joues une habileté, tu dois jouer une carte de ta main un petit peu à la Gloomhaven, sauf que la carte, selon
sa valeur de repos, si on veut, elle va aller dans un endroit particulier, puis quand tu vas jouer d'autres cartes dans ce même endroit-là, ça va la pousser pour faire une espèce de rotation autour de ton plateau, puis quand ils reviennent à la case 0, tu vas pouvoir récupérer ces cartes-là en main. Fait que la façon dont tu joues tes cartes, c'est super important. Pas juste l'habileté que tu veux faire, mais où est-ce que je vais jouer cette carte-là, parce que ça me permet de pousser les cartes qui sont à cet endroit-là, éventuellement les récupérer. L'équipement fonctionne de la même façon, c'est des combats difficiles, avec des monstres qui te tapent dessus fort. Puis c'est un univers créé absolument fantastique. Puis c'est un petit peu ça la raison pour laquelle je l'ai mis si haut. C'est que toute la narration du jeu, c'est pas juste les mécaniques du jeu que M. Jolly a fait. Il a écrit toute la narration du jeu. Il a créé l'univers au complet. Wow. Tous les textes narrés du jeu, puis il y en a beaucoup, là, David le sait. On est à peu près à moitié de la campagne. Mais tous les textes du jeu, c'est tout lui qui les a écrits. Puis c'est bien écrit. Puis c'est une affaire que je reproche souvent, si on écoute les podcasts, les jeux, aux auteurs de jeux de société, de dire là, tu devrais aller t'engager un auteur ou un écrivain. Quelqu'un qui a la plume pour ta partie narrative parce que ton jeu il est bien bon, que je pense à Sword and Sorcery ou que je pense à Snake Empire ou même à Gloomhaven, ton jeu est bien bon, mais la narration est très ordinaire. Lui, c'est pas le cas. La narration est vraiment très bien écrite. Il y a une application qui existe en plus où on peut avoir une narration qui est narrée justement par un acteur professionnel super bien fait. Puis c'est pas Foreteller, il a fait ça de son côté en engageant quelqu'un lui-même. Fait que vraiment, j'embarque d'avance sur ces autres designs. Là, ils ont déjà annoncé une deuxième édition avec un nouveau monstre de plus. J'ai pas encore décidé si je le prenais ou non. Là, j'ai backé la campagne à 1$. Parce que je suis pas certain. Oathsworn, étant donné la nature du jeu, je suis pas sûr que je vais faire la campagne 2 fois. Ouais. Peut-être une deuxième fois pour voir, tu as toujours 2 choix narratifs, si tu veux, le principal pendant la campagne. Peut-être voir l'autre choix, mais tu vas finir contre le même boss de toute façon. Fait que malgré tout l'amour que j'ai pour le jeu, c'est un jeu tellement gros et ambitieux, je suis pas certain que je vais le faire 2 fois. Mais d'une façon ou d'une autre, quand il va annoncer, parce que c'est une question de temps, là, sa compagnie, c'est Shadowborn Games. Ils ont failli mourir pendant la pandémie, mais ils ont réussi à s'en sortir. Parce qu'il avait tellement mené une bonne campagne que quand il a dit, comme plusieurs autres compagnies, là, on n'a plus une scène pour le shipping, on est désolé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les gens ils ont dit, chargez-nous-le. Puis les gens ils ont payé. Il y en a plusieurs qui ont payé leur shipping et le shipping de quelqu'un d'autre pour permettre au jeu de se rendre. Donc, très curieux, j'embarque. Ces prochains jeux, c'est sûr, j'embarque. Quelqu'un qui réussit, pull off là, en anglais, qui réussit à offrir ce design-là et que ça fonctionne, je trouve ça absolument extraordinaire. Fait que, Jamie Jolly. Excellent choix. C'est vrai que c'est assez ambitieux comme projet pour quelqu'un qui n'a pas tant d'expérience que ça. Là. Parce qu'il a fait un autre jeu qui s'appelle Farsight en 2017-18, duquel j'ai jamais entendu parler. Non, moi non plus. Qui a... c'est ça, qui est 15 millième sur Board Game Geek, fait que visiblement qu'il n'a pas impressionné grand monde. Mais voilà. Cool. C'est ça. Voilà. Mon numéro 4, deuxième crossover. Déjà? Ouais, j'ai choisi moi aussi M. Frank West. Ah, mais du temps qu'il reviendrait. Pour toutes les raisons qu'on a dit tantôt, oui, Isle of Cat, c'est un très bon jeu, ça a été son jeu coup de circuit, puis il l'a dit lui-même dans ses blogs. Que, le fait d'avoir eu ce coup de circuit-là, ça a permis de lancer un peu sa compagnie, puis de le faire vivre, puis de vivre de son design après, évidemment. Là. Si tu fais ton coup de circuit ou ton blockbuster, c'est sûr que ça aide. Là, quand tu le fais rapidement, ouais. Ça aide après ça pour le reste. Ça te donne un nom, ça te donne un fanbase, une communauté. Puis après ça, tu nourris un peu cette communauté-là, puis ils vont te suivre sur tes prochains projets, ou du moins, ils vont regarder un œil sur tes prochains projets parce que tu as créé un lien avec eux. Fait que pour lui, c'est ça, ce côté-là est important, le côté humain, le côté de partager ses expériences. C'est vraiment des belles qualités. Donc, c'est clair que c'est quelqu'un que je vais suivre son travail, puis je vais suivre ses conseils aussi sur son blog. Ça m'arrive souvent d'aller lire ses articles. On en parle aussi des fois dans le podcast, des articles qu'on a lus de lui, puis de parler des choses qu'il partage et qui nous dit de son expérience de sociofinancement. Parce qu'on se le cachera pas, là, c'est une jungle, le sociofinancement. Là. Ouais. Les gens pensent que c'est facile. OK, je prends une campagne, je ramasse de l'argent, je fais un jeu. OK, c'est complexe. Là. Il y a beaucoup de choses à savoir, à penser. Puis quand tu connais rien là-dedans, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que tu penseras pas. Puis tu as le potentiel de finalement flopper ton projet, puis de dépenser trop d'argent pour telle affaire, puis telle affaire que tu n'as pas prévu que ça coûte plus cher, puis là, il y a un bug à la production, fait que là, tu as des pertes, puis là, finalement, tu te ramasses dans le rouge, puis tu n'as plus d'argent pour shipper ton jeu à personne. Tu sais, c'était des choses qui peuvent arriver, surtout dans le... Ça arrive. C'est ça, ça arrive, ça va arriver, puis ça va encore arriver dans le futur.
Fait que plus tu es capable d'avoir d'informations sur comment ça marche, mieux ça va être, mieux tu vas être préparé à ces imprévus-là, puis à savoir un peu le fonctionnement de toute la chaîne de production, toute la chaîne de shipping, de distribution, comment ça fonctionne. Donc voilà, Monsieur Frank West, on va suivre avec intérêt vos prochains projets. Fait que c'est mon numéro 4. Super. Mon numéro 3, c'est encore un duo de designers. Puis c'est là que je triche un peu, parce que même pour moi, c'est pas clair le nombre de jeux techniquement qu'ils ont designé ensemble. Je sais pas si on peut dire que c'est des auteurs émergents, mais ça fait pas si longtemps qu'ils sortent des jeux, une dizaine d'années. C'est dans le fond le lead design, les designers en chef de la compagnie de Chip Theory Games, c'est-à-dire les frères Josh et Adam Carlson. C'est eux autres qui ont fait Too Many Bones, Oplomachus, Burn Cycle, Triploc puis Cloudspire. C'est ça leurs 5 jeux. Ils ont déjà annoncé, là où je triche un peu, je ne sais pas à quel point c'est triché, mais ils ont déjà annoncé leur prochain jeu qui est, voyons. Celui d'Elder Scrolls. Le jeu de, exactement, le Skyrim, je ne me rappelle plus du reste du jeu. Ouais. Et un peu comme Monsieur Childress avec Gloomhaven, tantôt, ils ont plusieurs jeux comme Oplomachus, il y a 2-3 boîtes de base, Too Many Bones, il y a 2 boîtes de base, puis une troisième qui s'en vient. Cloudspire, Burn Cycle, ils ont juste une boîte à ma connaissance. Puis Triploc, je pense qu'il y a 2 versions différentes. Ils ont un petit jeu qui s'appelle To Pick a Game, une affaire de genre Game to Pick a Game, mais c'est pas vraiment un jeu, là, c'est une niaiserie pour choisir un jeu comme le First Player l'avait déjà fait dans le temps pour le choisir le premier joueur. Fait que tu sais, c'est des designs toujours extrêmement ambitieux. C'est assez connu sur la chaîne que je suis un fan fini de Chip Theory Games. Il y a Oplomachus, étrangement, que je n'ai pas encore joué. Mais les autres, Too Many Bones... As-tu pris la nouvelle version d'Oplomachus? Non. Okay. Non, jamais joué, je ne l'ai pas, je ne le possède pas. Éventuellement, c'est sûr qu'eux autres, c'est toujours des gros investissements en argent quand tu vas acheter un jeu. Oplomachus, c'est leur premier aussi, fait que c'était leur design peut-être leur moins accompli. Après, ils ont eu leur coup de circuit, un peu comme M. West avec leur deuxième jeu qui est Too Many Bones. Que là, ils continuent à sortir du stock des extensions. Le jeu il a été traduit en français officiellement. Ouais, il vient d'arriver en français. Exactement. Il a fini par arriver en français. Puis c'est un jeu... c'est quand même surprenant qu'un jeu de ce prix-là ait réussi à percer. Je n'irais pas jusqu'à dire la mass market, mais tu sais que tu le vois sur des tablettes de boutiques de jeux de société, parce qu'en français, il doit être facilement au-dessus de 200 $ canadiens pour la boîte de base. Je pense qu'il y a 240, 250, on va faire le même. C'est ça, il est très, très, très dispendieux, mais on sait que c'est du matériel très, très, très spectaculaire aussi. Puis c'est une compagnie qui fait toujours des campagnes super intéressantes à suivre, puis qui vont cacher des choses à l'intérieur de leur jeu, autant dans Cloudspire que dans Too Many Bones que dans Burn Cycle. Tu as des énigmes cachées sur la boîte du jeu, dans le texte de règles, puis c'est une compagnie qui a un impact ou un service à la clientèle, soit une présence avec ses fans extrêmement forte. Ils font des trucs spéciaux. Tu sais, fait que t'as des affaires, t'as une version de leur jeu, une extension pour Too Many Bones, que t'as de quoi te cacher dedans. Là. Quand tu finis l'extension, t'ouvres une boîte quelque part que tu savais pas que t'as une boîte, puis t'as un deck de cartes qui sort de là. Tu sais, ils font plein d'affaires particulières, fait qu'ils ont vraiment des designs uniques, qui vont chercher des idées originales, puis qui vont les pousser dans un sens qu'on n'aurait pas nécessairement imaginé, puis ils voient toujours ça grandiose. Fait que les autres, ils disent, ils ont fait des jeux de luxe. Ouais, ils se cachent pas, là. Ah non, ça va être over the top à chaque fois. On va rajouter du stock, puis mettre plus d'affaires, puis ça va être plus beau, puis plus gros, puis plus haut, puis plus tout. Fait que donc, officiellement, à partir du prochain jeu, ils vont tomber à 6 designs, fait qu'ils ne marcheront plus sur cette liste-là, mais pour l'instant, il y a Burn Cycle que j'allais dire que j'aime un peu moins que les autres. C'est un 8.5 sur 10 au lieu d'un 9.5-10. Ça reste pour moi un très très bon jeu, qui est peut-être un peu plus dur à prendre en main au niveau de la fluidité dans le jeu, mais d'un autre côté, il est plus simple au niveau des règles, alors que Cloudspire, Too Many Bones, il y a vraiment énormément de règles, puis c'est des jeux difficiles à apprendre. Mais donc voilà, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Ouais, en même temps, tu peux pas faire des coups de circuit à chaque fois. Non, c'est ça. Puis je pense pas que Cloudspire et Burn Cycle soient des coups de circuit. C'est des jeux qui ont eu des critiques généralement positives, mais qui ont chacune des barrières à l'entrée qui sont assez hautes. Too Many Bones, il y a une barrière à l'entrée au niveau des règles, mais le concept de base du jeu qui est on se promène, on affronte des monstres, on tue des monstres, puis on monte de niveau, ça c'est assez facile à comprendre. C'est juste qu'il y a énormément de mots-clés dans ces jeux-là, ce qui fait qu'il est difficile d'accès. OK. Mon numéro 3,
Moi, c'est un auteur qui a sorti dans les dernières années 3 jeux à succès, à gros succès, qui ont vraiment pogné beaucoup. Et c'est des jeux qui sont dans une trilogie. Donc, c'est un des auteurs de la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Bon, si je cherche, mettons, Architecte des Royaumes de l'Ouest, qui était le premier. Fait que je parle de S.G. McDonald, donc même s'il les a designés avec Shem Phillips. Shem Phillips, c'est plus tant un auteur émergent parce qu'il y a plein d'autres titres à son actif. Là. Mais S.G. McDonald, quand j'ai fait cette liste-là, avait 5 jeux d'édité, mais là, son 6e vient de sortir. Présentement, là, genre, ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Donc, qui est le premier de la nouvelle trilogie là, du Sud, là, les Tigres du Sud, les Voyageurs des Tigres du Sud. Ouais. Mais sinon, il a designé les 3 jeux, il a co-designé les 3 jeux des Royaumes de l'Ouest. Donc, Architecte, Paladin et Vicomte des Royaumes de l'Ouest. Il a designé 2 jeux dans les Circassiens, là, Circassian Light et Chaos Order, qui sont le 2e jeu dans cet univers-là, science-fiction. Ouais. Puis là, son 6e jeu vient d'arriver avec les Tigres du Sud. Donc, c'est tous des jeux quand même assez différents. Là. Oui, c'est tous des jeux qui ont un style euro, des jeux de gestion, des jeux de développement, mais c'est des jeux qui ont des dynamiques totalement différentes. Puis ça, c'est quand même cool de voir qu'un auteur est capable d'aller dans plein de directions différentes, d'approfondir plein de trucs différents, puis de faire des jeux originaux, des jeux qui sont dynamiques, qui sont super intéressants, que tu t'investis dedans. C'est des jeux de développement, là, fait que tu as un sentiment d'accomplissement qui est vraiment le fun dans chacun de ces jeux. T'sais, même si Architect reste très léger par rapport aux autres qui sont sortis, ça reste un jeu super accessible, ça reste un des jeux de placement d'ouvriers qui a pogné le plus dans les dernières années, qui est quasiment qui va devenir peut-être un classique. Là. Les autres, Paladin et Vicomte, ça reste des jeux plus complexes, des jeux plus experts, mais qui ont chacun des touches super différentes. T'sais, Vicomte, c'est vraiment un deck building euro, là, mais un vrai deck building euro, puis ça, il n'y en a pas beaucoup. Puis les cartes, ça va faire plein d'affaires, fait que c'est vraiment une belle dynamique intéressante, puis l'espèce de rondelle d'action que tu te promènes aussi en même temps. Fait que c'est vraiment des jeux vraiment le fun. Il doit se faire du fun à développer ça avec Shem Phillips. C'est un beau duo d'auteurs. Puis j'ai juste hâte de jouer à la prochaine trilogie parce que la prochaine trilogie, c'est tous des jeux euro, mais qui utilisent des dés. Puis des jeux de placement de dés, draft de dés, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est des jeux aussi que j'apprécie beaucoup particulièrement. Fait que j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Donc, Monsieur McDonald, félicitations pour toutes ces belles collaborations avec Shem Phillips. Puis j'ai juste hâte de continuer à voir cette nouvelle trilogie. Puis après ça, la trilogie de l'Est aussi, là, dans une couple d'années. Ouais, en effet. Donc, on arrive déjà au 2e choix. C'est un choix que, écoute, j'ai refait ma liste hier pour y faire de la place. C'est bon, puis tu as fait une bonne place. Il y a 3 semaines, je le connaissais pas. Ben non, arrête. Je te dis. Puis c'est un gars qui a designé quelques petits jeux que je connaissais pas. End of Atlantis, Slavica, c'est un auteur polonais. Et là, il y a 3 semaines, je me suis mis à jouer en fou à un jeu qui s'appelle Aeon Trespass Odyssey. Qui est ton premier choix, ouais. Et les gens l'aiment à date. C'est un jeu à 4.7 sur 5 de niveau de difficulté. 4.7? 4.67. Oh, ok. C'est si intense que ça? Ah, c'est un jeu, c'est fou le nombre de mécaniques et d'affaires qu'il y a dans ce jeu-là, mais qu'il n'y a rien qui clique mal. Qu'est-ce que c'est Aeon Trespass? Grosso modo, c'est un jeu qui prend vie dans la vieille mythologie grecque, là, fait que dans la Grèce antique, où il y a eu l'équivalent du Ragnarok pour la Grèce qui s'appelle le Eschaton, où il y a eu pas le meurtre, là, mais la fin des dieux, puis là on est dans une espèce de presque post-apocalyptique, mais dans la Grèce antique. On est des argonautes qui se réveillent sur un énorme vaisseau qui est l'Argo, qui est gros comme plusieurs villes. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se promène dans la Grèce en tentant d'accomplir différents objectifs, d'explorer toute la Grèce antique. On commence sur l'île de Crète au début. Puis, on va combattre des monstres à travers tout ça qui sont des primordiaux, des espèces de monstres gigantesques qui veulent détruire ce qui reste du monde. Puis nous autres, on va les repousser. Puis la mécanique de jeu de base,
le concept de base, c'est du septième continent avec une grosse partie de narration. Fait qu'on va flipper des cartes, on va se promener sur un plateau. Sur le plateau, il y a des chiffres. Si je m'en vais à droite, mais si je révèle la carte 15, si je m'en vais à gauche, je révèle la 13, et ainsi de suite. Autour du septième continent, il y a plein d'icônes sur les cartes où on va vivre différentes aventures. Au niveau de l'exploration, sa force par rapport au septième continent, c'est que les aventures ne sont pas fixées nécessairement à une tuile, mais il va y avoir des icônes où on peut vivre l'aventure A, on peut la vivre sur à peu près n'importe quelle tuile qui a telle icône sur cette tuile-là. Fait que j'ai pas nécessairement besoin de retrouver, comme dans le septième continent, spécifiquement cette carte-là si je veux revivre telle partie de l'aventure ou vivre sa suite. Je ne vais pas trop tomber dans les règles spécifiquement de ce jeu-là, mais tu sais, tu as une partie bataille de boss qui est clairement inspirée d'un jeu qui s'appelle Kingdom Death Monster, où plus le combat y avance, plus les joueurs sont forts, mais plus les monstres sont forts aussi. Il y a une narration, il y a 3 cycles juste dans le jeu de base. J'ai peut-être 25 heures de jeu à peu près de fait, ce qui est quand même beaucoup. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dedans. Là. Je dois avoir 25-30 heures de fait. Puis, je suis peut-être au tiers, mettons, du premier cycle. Peut-être la moitié. Fait que, j'ai l'impression que tu as un 50, 60, 70 heures de jeu par chapitre, puis il y a 3 chapitres dans le jeu de base. Et c'est un jeu qui me fascine parce que même après 30 heures de jeu, il y a encore des moments où ils vont dire parfait, t'as vu le nombre de cartes qu'il y avait tantôt, parfait, maintenant va chercher telle carte, paf, il y a une nouvelle mécanique qui rentre auquel j'aurais pas pensé qu'il va rentrer cette mécanique-là à l'intérieur de ce jeu-là. Il y a vraiment toutes les mécaniques de jeu que j'ai connues, à part de l'euro, évidemment, là, ça reste un jeu très Ameritrash, thématique, avec beaucoup de narration, des lancers de dés, tout ça. Mais tu sais, tu as des arbres de technologie que tu vas développer pour avoir les nouvelles technologies, les nouvelles arbres que tu vas avoir. Le nouveau narratif, il est super intéressant parce qu'il y a une espèce de pied dans la réalité, en ce sens que c'est pas un univers inventé, c'est un univers qui existe, la mythologie grecque, qu'on va changer beaucoup de choses. Fait que c'est des noms qu'on connaît, tu as des lieux. C'est pas juste les héros comme Mythic Battle, que tu as des noms de dieux, tu as des lieux, tu vas te promener à Knossos. Le premier chapitre, il y a rapport beaucoup avec le labyrinthe du roi Minos, le Minotaure, Thésée, etc. Il y a rapport beaucoup avec cette partie-là de la mythologie ariane. Fait que si tu tripes mythologie grecque, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à l'intérieur de ce jeu-là qui vont venir faire vivre. Puis je peux pas croire, il est tout seul comme designer dans le jeu, il est tout seul comme auteur de toutes les parties narratives. Je peux pas croire qu'il a fait ça tout seul. Je sais que tu as toujours de l'aide d'une équipe de design avec toi, mais c'est un jeu tellement ambitieux que quand je l'ai su, je me serais attendu à ce que, par exemple, lui il a fait la partie combat, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui a designé la partie exploration du monde, il y a quelqu'un d'autre qui a designé la partie des arbres technologiques, tu as des summons, tu as des god forms, tu peux te transformer en dieu pendant un certain moment quand tu te bats. Tu as tellement de mécaniques, je vais faire une vidéo éventuellement spécifiquement sur ce jeu-là, que je peux pas croire qu'une personne a fait ça tout seul. Puis maintenant que je suis obligé de le croire parce qu'il l'a fait, je suis un peu comme pour moi, c'est le Gloomhaven de M. Childress. Tu sais. Okay. Quand j'avais joué, je peux pas croire qu'un gars a fait ça tout seul. C'est la même chose, je peux pas croire qu'un gars a fait ça tout seul. Fait que il y a un autre jeu qui est déjà designé qui s'appelle Kingdom of Forlorn, qui est la prochaine campagne Kickstarter de cette compagnie-là. Puis là, j'hésitais à savoir si je le backais ou non, parce qu'on peut encore embarquer dans les late pledges. Puis là, je vais embarquer, c'est sûr que ça va être malade. Monsieur Marcin Welnicki. Marcin Welnicki. Un nom à se souvenir. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Il y a d'ailleurs sur son chandail que je vois, c'est justement le boss du premier chapitre. Oh. Okay. Il se fait péter la première fois que je me suis battu contre. Parce que comme c'est un boss fight, tu rejoues un peu à la Kingdom Death Monster, tu vas rejouer contre les mêmes boss plusieurs fois dans le même chapitre, puis ils vont monter de niveau entre les combats. T'as tellement d'affaires dans ce jeu-là. Je ne vais pas trop insister sur les règles de jeu, mais t'as tellement de mécaniques différentes dans ce jeu-là qui fonctionnent bien entre elles. Puis j'ai pas encore vu d'affaires que cette partie-là marche moins bien. Puis après 30 heures de jeu, j'ai trouvé ça quand même assez spectaculaire. Ok, super. Bon choix. Mon numéro 2, moi j'ai pris, évidemment, on a parlé de Letter Game tantôt. Moi j'ai pris le designer de Root, Monsieur Cole Well. Je sais pas trop comment le prononcer son nom. Là. Willy. World. Je sais pas. Il dit pas comment le prononcer, lui, dans cette bio. Ah, peut-être. Non. Donc, il a designé beaucoup de jeux, mais il y a beaucoup de ces jeux qui ont eu des deuxièmes éditions. Fait qu'il a comme peaufiné puis amélioré ses jeux. Je pense qu'un de ses premiers jeux, c'était Pax Pamir, justement, que je n'ai jamais joué. En fait, moi, j'ai juste joué à Root dans ces jeux, puis c'était assez pour pouvoir le mettre là. Sinon, Pax Pamir a eu sa deuxième édition récemment, puis il vient de sortir en français, là, fait qu'il est disponible encore. Un de ses premiers jeux aussi était John Company. John Company, qui vient tout juste de sortir sa deuxième édition aussi.
Fait qu'il a remis ça un peu au goût du jour. Sinon, évidemment, le succès de Root, qui est énorme, puis qui a été traduit dans plein de langues. Oath, un jeu que je vais jouer un jour. On devrait y jouer pour le podcast. Il a l'air d'être dans le lead pour les votes. Fait que on devrait y jouer cette année en 2023. Puis sinon, il y avait son prochain jeu qui va être Ark, qui était sur Kickstarter en 2022, là, qui était un jeu un peu science-fiction. Puis là, ils ont mis comme des figurines. Ils ont comme uppé un peu la qualité de production, ce qu'ils font peut-être pas habituellement, mais qui s'en vont peut-être dans une autre direction. Mais bref, il est pas sorti. Fait que je pense que ça serait comme son 5-6e jeu Ark. Puis évidemment, il travaille pour Letter Game, là, fait qu'il doit participer à l'équipe de développement des autres jeux aussi qui se font à l'interne. Un chic type aussi que j'avais rencontré en entrevue à Gen Con. J'avais jasé avec lui l'année que Root était sorti justement. Fait qu'il nous avait donné un peu de son temps pour pouvoir jaser. Ces jeux sont pas faciles d'approche. Ces jeux, c'est des jeux qui sont, je pense, à marque de commerce. Là, c'est des jeux qui sont hautement interactifs. C'est que si vous aimez les jeux avec l'interaction entre les joueurs, je pense qu'il mise beaucoup là-dessus dans l'expérience de jeu, des designs qu'il fait. Fait qu'il faut aimer ça, évidemment, le petit côté confrontation, le petit côté mettre des bâtons dans les roues des autres. Puis comme j'ai dit, j'ai juste joué à Root, mais pour moi, c'était assez pour le mettre là. Je serais curieux d'essayer ces autres jeux. Je les achète pas parce que ces jeux sont, comme j'ai dit, sont difficiles d'accès, sont difficiles à sortir. Fait que j'aime peut-être mieux trouver des gens qui les ont puis de les essayer qu'eux autres que juste de me les acheter puis qui prennent toute la poussière dans ma Kallax. Ce qui est le cas de Oath que j'ai depuis à peu près 2 ans, que j'ai pas joué. Fait que c'est un bon exemple. Fait que tu sais, si je prends quelqu'un qui a John Company ou je prends quelqu'un qui a Pax Spammer, je veux les essayer éventuellement. Mais c'est ça. Je les sortirais pas assez pour les acheter parce que c'est des jeux qui sont difficiles d'approche, des jeux qui ont quand même beaucoup de règles aussi, il y en a qui ont une certaine asymétrie dedans, fait que c'est plus difficile encore à expliquer. Mais c'est des jeux qui ont des bonnes idées, des jeux qui a aussi beaucoup de développement, de peaufinement qui a été mis là-dedans. Fait que c'est un designer vraiment brillant, qui fait des belles affaires, puis qui tombe pas dans les pièges un peu de refaire un peu tout le temps les mêmes trucs. Là, fait que il fait des trucs quand même assez différents. Donc, Cole, Whirly, Cole. Ce qui m'amène à mon dernier choix, qui est encore une fois un duo. Oh. Donc, c'est la 5e fois, je pense, la 4e fois que j'ai plus qu'une personne. Mais c'est 2 personnes qui ont fait tous leurs jeux ensemble. Ils ont designé 4 jeux. Il y en a un 5e qui est annoncé. Et les 4 jeux qu'ils ont designés sont dans mon top 100 personnel. Et ce sont le duo de Richard Hamann et Victor Peter, qui sont dans le fond l'équipe de design principale de Mind Clash Games, donc Anachronie, Tricarion, Cerebria, puis Persévérance, c'est eux autres. Okay. Ils ont un 5e jeu qui est annoncé qui s'appelle Transhumanity, que je vais backer quand il va sortir sur Kickstarter. C'est une question de temps. Ils ont un de leurs designs qui est Anachronie, qui a été fait avec David Turchi. Les 3 autres designs, ils les ont faits seulement en duo, là, donc Tricarion, Cerebria, Persévérance. Et un petit peu comme ce que tu viens de dire de ton choix précédent, ce sont tous d'excellents jeux, principalement qui tournent autour du placement d'ouvriers. Cerebria, il va avoir du déplacement d'ouvriers puis du contrôle de majorité aussi, qui va plus tourner autour de ça. Pardon. Les 3 autres, c'est du placement d'ouvriers lourd, avec chacune une thématique bien implantée, je trouve, à l'intérieur du jeu. Peut-être Tricarion un petit peu moins, mais je trouve quand même qu'elle est là. Persévérance, Anachronie. Des jeux sci-fi. Tricarion, c'est un jeu de magiciens, mais illusionnistes. Des magiciens qui organisent des illusionnistes qui vont faire des spectacles, pas des sorciers qui lancent des boules de feu. Donc, c'est un jeu, c'est le film avec Christian Bale et Hugh Jackman. C'est le jeu de société de ça. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Le Prestige. Prestige, fait que c'est le jeu de société Prestige. Fait que, tu sais, eux autres, ils vont avoir toujours des mécaniques très, très lourdes. C'est des jeux avec beaucoup de règles. Comme c'est des jeux Kickstarter, c'est souvent des jeux, les 4, là, c'est tous des jeux qui ont passé par Kickstarter. C'est souvent des jeux qui ont fini par avoir des expansions, des big box, des composants de luxe, des trucs comme ça. Mais surtout, c'est des séries de mécaniques très, très bien tissées entre elles. Ils ont la même photo, les 2 auteurs. Les 2 sont sa photo. On sait juste pas exactement lequel est lequel. Mais donc, c'est des jeux qui ont énormément de mécaniques. Puis toi, je pense que tu en as essayé 3. Je pense que tu as essayé Tricarion, Anachronie puis Cerebria. J'ai pas joué à Cerebria. J'ai joué à Anachronie puis à Tricarion, ouais.
Tricarion. Fait que tu peux quand même confirmer que ce sont des jeux lourds avec beaucoup de choses qui se passent. Faut que tu calcules tes affaires d'avance. C'est un niveau de complexité qui est élevé. C'est du placement d'ouvriers. Par contre, très satisfaisant. Là, il y a toujours un aspect engine building dans leur affaire où tu es de plus en plus efficace dans ce que tu vas faire au courant de la partie. C'est des auteurs qui réussissent à aller chercher des thématiques quand même originales dans leur jeu puis qui sont présentes dans le jeu. Ouais. Pour des jeux euros en plus. Pour des jeux euros, fait que des illusionnistes qui organisent un show, une civilisation qui travaille sur le retour dans le voyage dans le temps pour revenir en arrière, puis s'auto-prévenir qu'il va y avoir un cataclysme plus tard. On est des échoués sur un jeu de dinosaures qui n'est pas Jurassic Park. C'est intéressant. Puis le quatrième, Cerebria, ben, c'est le film Inside Out. Fait que c'est la construction d'une psyché humaine avec ses émotions positives et négatives. Ça, c'est hot comme sur un plateau. Ah, c'est vraiment malade, ce jeu-là. Puis avec un système de scoring de points qui est vraiment très particulier, qui peut te donner l'impression que tu te fais planter, mais c'est pas tant ça, c'est que ça va scorer en 3-4 fois, puis c'est qui mène les affaires au moment où ça score qui compte, et non pas qui mène à la fin de la partie. Fait que vraiment des mécaniques, c'est ça, complexes, difficiles d'accès, lourdes, mais super thématiques, super bien intégrées, avec des très très bonnes idées, des composantes. Mind Clash Game fait des composantes de luxe de haut niveau, avec des super belles productions aussi. Donc, voilà, fait que eux autres, ils ont déjà le 5e qui est annoncé, mais eux autres, s'il y avait un abonnement à vie à Mind Clash Games avec ces deux auteurs-là, je le prendrais. Ah ouais, ben oui. Parce qu'ils n'ont pas eu, dans toute ma liste, à part évidemment notre couple d'amis de Lost Friends of Arnak, parce qu'ils ont juste un jeu, mais ils n'ont rien qui est moins bon. Tu sais, Frank West, j'ai trippé sur City of Kings, j'ai aimé l'île des chats. J'ai pas trippé sur l'île des chats, j'ai trouvé ça bien. Jamie Jolly, il y a un jeu qui est moins connu, etc. Ils ont tous quelque chose qui était moins connu ou que j'aime un petit peu moins. Eux autres, c'est tous des coups de circuit. C'est 4 coups de circuit pour moi. Ah, c'est ça. C'est assez exceptionnel. Puis je suis quand même surpris qu'ils aient pas plus que 5 jeux à leur Moi actif. moi aussi, j'étais assez surpris. Dans le fond, leur premier design, c'est Tricarion en 2015. Après, il y a eu Anachronie, Cerebria, puis l'année passée, il y a eu Persévérance qui est sorti. Fait que, je me rappelle plus quand on a commencé à faire nos tops de l'année. Je pense qu'il y avait juste. C'est en 2018 qu'on a commencé, je pense, à faire nos tops de l'année, mais Persévérance, il va être dedans cette année. Cerebria, il était dedans l'année qu'on l'a fait. Puis ça va continuer comme ça, je pense. Wow. Bon. Ben, fait que le duo de Peter et Amon. C'est le genre de duo, j'aimerais ça juste m'asseoir dans le coin de la pièce puis les écouter. Quand ils disent, OK, notre prochain jeu, qu'est-ce qu'on fait? Là, on écouter le pitch meeting. Écouter leur conversation, parce que vu que c'est deux personnes, ils doivent s'en parler, ils doivent s'écrire, ils doivent s'échanger des courriels. L'idée part de où, commence comment, il partit de la thématique, des mécaniques. Fait que j'aimerais bien ça écouter une jazz entre ces deux. Vraiment cool. C'est drôle parce que mon numéro 1, c'est pas eux autres, là, mais mon numéro 1... ça aurait été malade. Moi aussi, si on regarde mon top 100, mon numéro 1, j'ai pris celui qui a designé mon jeu numéro 1, moi aussi. Fait que c'est ça. Moi, j'ai pris Paul Dennen, qui est le designer de Clank, et qui est aussi le designer de Dune Imperium. Ben oui. Qui a eu un énorme succès dans les dernières années. Puis en fait, il n'a pas designé bien des jeux. Il a designé un jeu qui s'appelle Eternal, qui est un jeu de cartes. Un jeu de cartes, c'est quand même sympathique. Ouais, un genre de petit jeu de duel, un genre de Magic un peu, là, mais qui n'est pas un collectible card game. Là. C'est un genre de. C'est un LCG plutôt. Là. Puis il existe une version mobile de ce jeu-là, il y a des tournois en ligne, des trucs comme ça. Fait que ça, c'était un de ses premiers jeux. Sinon, après, il a designé Clank, qui était un peu son premier coup de circuit. Puis là, designé Clank, il y en a eu des extensions, il y a eu Clank Legacy, il y a eu d'autres extensions de Clank. T'as Clank Catacomb qui sort là. Fait que tu sais, Clank, c'est encore une marque qui vit encore beaucoup, puis qui a encore beaucoup de succès. Puis là, quand il a designé Dune Imperium, un deuxième coup de circuit, là. Fait que... 2 coups de circuit en 3 jeux, c'est pas mal un bon ratio, je trouve. C'est pas pire. Ouais. C'est ça. Puis je pense qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Wild Tile West, que j'ai aucune idée c'est quoi, là, mais ça serait comme son 4e jeu. Parce que je mets toutes les clanks ensemble, là, parce que ça reste tout le même système. Là, fait que, il y a 36 entrées, d'en avoir 32 sur Clank, là, parce qu'il y a des promos, des trucs comme ça. Là. Il y a quand même beaucoup d'extensions avec Clank, puis il doit en avoir 4-5 de Dune Imperium aussi. Ben, c'est ça, là. Puis là, c'est ça. Là, c'est Dune Imperium qui est au goût du jour, mais Clank encore aussi. Fait que, tu sais, t'as 2 coups de circuit qui sont encore très vivants aussi, qui sont encore des jeux très joués. Je serais curieux de voir côté top 100. Je pense que les deux sont dans le top 100. Dune Imperium est 13e dans le top 100. Fait que, tu sais,
Clank est 75e à peu près. Là. Il s'enligne pour le top 10 là, Dune Imperium s'il continue à descendre. Là, sa nouvelle extension sort là. Fait que ça va peut-être donner un petit push pour peut-être penser au top 10. Puis Clank, le premier, est 73e. Fait que il est encore dans le top 100. Fait que c'est un jeu de 2016. Là, fait que on parle d'un jeu qui a déjà 6 ans. Et Eternals aussi, c'est un jeu qui vit encore. Il y a plusieurs extensions qui sont sorties. Ouais. Il y a encore beaucoup de monde qui joue. Fait que c'est pas un coup de circuit parce qu'on l'a moins aimé, même si moi j'ai bien aimé ça. Mais c'est quand même 3 jeux qui vivent encore aujourd'hui. Qui doivent encore travailler ces 3 pour sortir des extensions plus du nouveau matériel. C'est ça. Ouais, fait qu'ils s'ennuient pas. Là, ces 3 jeux-là sortent encore du nouveau matériel après des années. Fait que c'est encore une ligne de produits qui est vivante, qui est rentable, qui est populaire. Fait que c'est encore un bel exploit pour lui. Puis j'ai hâte de voir son prochain jeu, s'il y a un prochain jeu. S'il y a le temps d'en faire un autre. C'est ça, là, à un moment donné, des extensions d'une Imperium, on ne pourra pas en faire à l'infini, là, je pense. Là. Clank, c'est une autre affaire, là, parce que la façon qu'ils sortent, c'est peut-être plus facile d'en moduler plusieurs. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après comme prochain jeu. Fait que M. Paul Dennen, étrangement, qui a moins de 5 jeux édités à son actif, mais qui a évidemment eu plusieurs coups de circuit dans sa carrière d'auteur, qui est généralement pour Direwolf Digital, là, qui est la compagnie pour laquelle il travaille. C'est eux qui ont développé Clank à la base. Il y avait eu l'aide de Renegade au début pour le distribuer, tout ça. Mais là, ils ont repris cette année la marque Clank, donc ils n'ont plus besoin de Renegade parce qu'ils ont repris les droits de leurs produits pour pouvoir le distribuer eux-mêmes. Là. Parce que au début, ils ne connaissaient pas tant l'industrie. Là. C'était une compagnie plus de jeux vidéo, jeux mobiles à la base. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des applications, des app companion pour Clank, pour Dune, tout ça, parce que c'était une compagnie de jeux vidéo. Ils font des versions digitales de jeux aussi. Là. C'est eux autres qui ont fait la version de Root, Sagrada. Fait qu'ils font des versions digitales de certains jeux de société. C'était ça qu'ils faisaient à la base. Mais depuis qu'ils ont lancé Clank, ils ont tout appris comment un peu l'industrie du jeu de société fonctionne. Fait que là, aujourd'hui, ils sont capables de voler leurs propres ailes. Fait que c'est pour ça qu'ils ont lancé Dune Imperium seul. Puis il n'y avait pas besoin de Renegade rendu là. Puis c'est la même chose avec Clank Catacomb puis les prochains qui vont sortir. Ça va être vraiment sous leur bannière à eux autres. Fait que vraiment des beaux jeux, des beaux succès. Fait que j'ai hâte de voir où ça va nous mener avec Monsieur Dennen. Numéro 1. Bon choix. Et ça conclut notre top 10 des auteurs à surveiller. Donc des auteurs qui ont moins de 5 jeux et moins de publiés. On serait curieux de savoir quels sont vos auteurs à surveiller. On vous invite d'ailleurs à laisser ça en commentaire. Donc dites-nous c'est quoi les auteurs émergents que vous appréciez ou que vous avez découverts dans les dernières années qui méritent d'être mentionnés. On a hâte de vous lire ça parce que comme on disait, c'est quelque chose d'un peu plus recherché qui demande un peu plus de connaissances puis de recherche. Fait que c'est le fun à faire comme exercice. Fait que dites-nous ça en commentaire, vos auteurs émergents favoris. Tout à fait d'accord. J'ai bien hâte de voir ce que les gens vont dire là-dessus. On a sûrement du monde évident auquel on n'a pas pensé. Ouais, c'est ça. C'est facile d'oublier quelqu'un dans ce genre de liste-là. Ouais, lui, il a genre 2 jeux, mais j'aurais jamais pensé. J'aurais pensé qu'il y en avait une dizaine à son actif. Fait que ça aussi, des fois, tu penses ignorer quelqu'un parce que tu penses qu'il y a plus de jeux. Mais finalement, quand tu checkes un peu, tu te rends compte que non, il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, LP, pour ce top 10. Merci de l'invitation. Et à la maison, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner, dans le coin là-bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. On vous invite aussi à nous supporter sur Patreon si vous voulez le faire. Ça peut vous donner accès à notre serveur Discord. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de game. Ciao, faites attention à vous.